De loi portant répartition de sièges pour les élections locales et municipales a été adopté mardi par le Sénat. Rejeté dernièrement faute du quorum de vote, cette loi a reçu l'aval des sénateurs après les assurances de la centrale électorale. Dialogue en vue en RDC, la société civile met en garde les acteurs politiques et l'opposition et de la majorité contre toute dérive qui risquerait de plonger le pays dans le chaos. Elle s'oppose de réunir ces deux parties pour justement dialoguer. Enfin, nous allons vous présenter la pointe des bananas et ses particularités, ces lieux touristiques hautement valeureux. Le détail, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Prévue pour un mois, la nouvelle session extraordinaire du Sénat n'aura duré qu'une trentaine de minutes. Les 77 sénateurs présents à la plénière ont tous voté pour le projet de loi portant répartition des sièges pour les élections locales et municipales. Rejeté faute de quorum de vote dernièrement, cette loi a obtenu les quitus des sénateurs après avoir reçu l'assurance de la CENI pour apporter des correctifs par rapport à la répartition des sièges pour ces scrutins. Richard Chakoukanengele et Jean-Pierre Kayembe Sylvain Bété pour le reportage. C'est l'une des plus courtes plénières que le Sénat congolais a enregistrée au cours de cette législature. Et pourtant, la matière inscrite à l'ordre du jour était d'extrême importance. Il s'agissait de l'examen du vote du projet de loi portant répartition des sièges pour les élections locales et municipales. 35 minutes ont suffi pour que les sénateurs présents à la plénière se prononcent favorablement en faveur de cette loi, rejetée il y a quelques jours. Sur les 108 sénateurs qui composent la Chambre basse du Parlement, 77 étaient présents à la séance plénière et c'est à l'unanimité que les élus des élus ont voté pour ce texte de loi. Pour Léon Kengo-Adondo, président du Sénat, la CENI a accepté de porter des correctifs par rapport à la répartition des sièges pour ce scrutin, ceci suivant les observations des sénateurs lors du débat général. Toutes ces préoccupations légitimes ont été transmises par votre bureau au gouvernement et à la CENI qui ont apporté des corrections. Ainsi donc, avec cette adoption, le Sénat ayant épuisé la matière pour cette nouvelle session extraordinaire clôture celle-ci ce mercredi. La loi adoptée sera transmise au chef de l'État pour promulgation en délai 15 jours et la voie sera balisée pour la CENI afin d'organiser les élections locales et municipales. Comme il fallait s'y attendre, l'adoption du projet de loi portant répartition des sièges pour le municipal et local a été commenté par des sénateurs. Pour eux, l'adoption de cette loi vient résoudre le problème politique et juridique qui s'est passé autour de cette loi. Les propos des sénateurs Marie Nibodo, Lola Kisanga et Moukeni ont été recueillis par Richard Chakoukanengele et Sylvain Bété. C'était l'unanimité, on peut dire. Cela montre qu'il y avait un consensus et non pas un consensus pour satisfaire les intérêts d'un individu, des particuliers, mais pour justement garantir que les choses se passent dans de bonnes conditions, en tenant compte aussi des déficits qui ont été créés dans le passé. Donc moi personnellement, je suis satisfait parce que j'avais aussi des remarques, mais je crois que la commission qui a travaillé sur cela a nettoyé les choses, a réparé la partie réparable. Il s'agissait pour nous, maintenant, au cours de cette session qui s'est ouverte, qui vient de se clôturer, de régler ce problème politique, juridique et technique, qui consiste à régulariser ce vote. Le contenu du texte de loi n'a pas fait l'objet des contestations de quelque manière que ce soit. Nous sommes revenus sur ce réexamen pour affirmer ce qui était la volonté de la majorité des sénateurs exprimée le 31 juillet dernier. On a pris la bonne décision pour le bon fonctionnement de la République. Vous avez entendu le mot introductif du président en ce qui concerne la suite du processus électoral, la suite du processus démocratique dans ce pays. Nous, les sénateurs, nous ne pouvons pas être contre l'enracinement de la démocratie.
Je vous le disais en titre, la société civile a donné sa position face au dialogue politique. Elle met en garde les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition contre toute dérive qui risquerait de plonger le pays dans le gouffre. Elle propose par ailleurs de pouvoir mettre en place une structure qui pouvant élaguer toute contradiction autour d'une table de majorité entre la majorité et l'opposition dans un format appelé dialogue, concertation ou arbre à palabre. Cette prise de position a été rendue publique au cours de la journée citoyenne de la société civile organisée mardi. Suivez ces reportages de Jacques Moulouba et Pamphile Papadou. Une journée citoyenne qui fait suite aux consultations entamées par la société civile depuis le mois de mars 2014. Les ambassadeurs du peuple dans toute leur diversité, entendez la société civile, avaient rencontré les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition, les confessions religieuses et les personnalités. Compte tenu des idées des uns et des autres, ils ont livré leur position face au dialogue. Mettons en garde tous les acteurs politiques, majorité, opposition, contre toute dérive qui risquerait de plonger encore le pays dans le gouffre. Demandons à la population congolaise d'être vigilante, à ne pas céder aux manipulations politiciennes de tous bords et à barrer la route aux ennemis de la paix. Appelons les acteurs de la société civile à se mobiliser comme un seul homme pour conscientiser tous les acteurs politiques afin de débloquer la situation actuelle qui tend à plonger inutilement le pays dans le chaos. Nous envisageons dans les prochains jours, au regard de nos responsabilités citoyennes, de mettre autour d'une table majorité et opposition dans un format appelé dialogue, concertation ou arbre à palabre pour parler des problèmes majeurs de notre pays. À cette même occasion, un mémorandum de la société civile adressé au président de la République a été lu. Il faut dire que les membres de la société civile, accompagnés d'acteurs politiques présents à cette cérémonie, ont été édifiés sur le découpage territorial et les élections en RDC, deux thèmes développés par le bâtonnier Matadi Nenga, président de l'ordre des avocats de la RDC, et Jérôme Bonso de la Linélite. Voilà qui nous amène à parler politique. L'Union pour la démocratie et le progrès social d'Étienne Tshisekedi ainsi que quelques Congolais de la diaspora disent être favorables au dialogue politique. Le secrétaire général de l'UDPS et un membre de la diaspora l'ont affirmé à l'issue de la journée citoyenne de la société civile. Ils sont au micro de Jacques Moulouba et Pamphile Papadou. La conférence nationale souveraine a été convoquée et bien portée bien présidée par un membre de la société civile, qui est le cardinal aujourd'hui. Malheureusement, il faut appliquer les résolutions. C'est là où se posent tous les problèmes. Il ne serait pas toujours mauvais d'accompagner ce qui est déjà préconisé, parce que l'initiative du dialogue a déjà été donnée par la communauté internationale. Et je crois qu'on peut accompagner. Parce que je dois vous dire, ceux qui ont présenté la chose, ils savaient pourquoi ils voulaient que, par exemple, la MONUSCO puisse prendre part. Parce qu'il s'agit ici des rapports de force. C'est tous les problèmes. La diaspora est vraiment tout à fait d'accord qu'il faut une sorte de dialogue, appelons ça comme on veut, dialogue, concertation, mais il faut sauver les intérêts du pays, il faut sauver le pays. On ne peut pas laisser le pays partir dans la dérive politicienne. Il faut vraiment qu'on fasse l'effort pour que ce dialogue-là, ça se fasse pour l'intérêt du pays, l'intérêt de tout le monde, l'intérêt du peuple, l'intérêt des citoyens, l'intérêt des Congolais. Nous sommes des Congolais. L'Alliance de Bangala, Aliba, poursuit sa tournée de sensibilisation à travers les différentes communes de la ville de Kinshasa. Après Matete, Aliba s'est rendu dans la commune de Lemba.
Objectif, éclairer ses membres sur la nomination de son président Egbake Omer au gouvernement. Au cours de cette rencontre, Egbake Omer a invité ses membres à soutenir Joseph Kabila. Suivez les détails dans ces reportages d'Abdoul Soko, rendus par Esther Mpezou. C'est pour dynamiser la coalition des peuples bangala à travers le pays que l'Alliance de Bangala a entamé une série de rencontres à travers les différentes communes de la ville de Kinshasa. Après la commune de Matete, cette association Aliba s'est rendue à Lemba. Ici, son président Egbake Omer veut un peuple bangala uni et indivisible. À la question de sa nomination au gouvernement, Egbake Omer n'a pas mâché les mots. Il a été clair. J'ai rappelé au peuple bangala mon soutien et le soutien de Bangala à Kabila. Je soutiendrai Kabila parce que je lui reste reconnaissant. C'est lui qui a signé l'ordonnance faisant de moi ministre. Je ne peux pas ne pas lui exprimer ma profonde gratitude. Aussi les Bengales et les l'ont exprimé aujourd'hui, vous l'avez vécu. Mais je n'ai pas oublié mon grand frère Kengo, qui a tout fait pour mettre mon nom en qualité de l'autorité morale de l'opposition républicaine. Au cours de la concertation, c'est lui qui était là avec la majorité. Au cours de cette rencontre, le président de l'Alliance de Bangala a aussi fait la restitution de son séjour à Kisangani et à l'Équateur, séjour qu'il a qualifié de succès. Et les images de Bumba ont parlé d'elles-mêmes. À Bumba, j'ai été reçu plus que tout le monde. Il fallait rendre compte à ceux qui ne m'ont pas suivi à la télé que ma mission à Bumba était une réussite à 100 milliards de %. Pour rappel, l'Alliance de Bangala n'est pas un parti politique, c'est une structure qui a pour but de promouvoir la culture de Bangala. Les militantes et militants du CNC Idiofa ont été sensibilisés sur l'autoprise en charge dans leurs milieux respectifs. Didier Oussoues, membre du Congrès national congolais à Genève, est allé exhorter sa base d'Idiofa sur l'amélioration des conditions de vie. Question de se rendre compte des problèmes auxquels il devra faire face une fois élu député provincial comme il le souhaite dans ces coins de la RDC. José Lutomake et Esther Mpezou. La journée du lundi 10 août restera inoubliable à Idiofa. Les militants et militantes de cette cité de la province du Kwilu ont réservé un accueil chaleureux à un des leurs, Didier Oussoues, membre du Congrès national congolais. Ce fils du terroir est allé conférer avec sa base sur l'autoprise en charge. Ce camarade de Pius Mwabilumbayu Mukala a sensibilisé les siens sur l'amélioration des conditions de vie. Faisant d'une pierre deux coups, Didier Oussoues à Mouak a présidé également la sortie officielle de la fondation portant son nom. Cette double activité prouve à suffisance combien le Congrès national congolais place l'homme au centre de tout. Cette fondation affiliée au CNC matérialise la vision de son président national, Pius Mwabilou. Nous sommes allés à Idiofa pour rencontrer la population d'Idiofa et surtout pour organiser une conférence. Donc avec le CNC, la fondation Suez a organisé cette conférence dont le thème était l'amélioration des conditions de vie des gens d'Idiofa. Les feedbacks étaient bien, mais au niveau de la conférence, nous avions trois questions que nous avons posées parce que c'était une conférence débat. C'était qui doit améliorer les conditions de vie des gens d'Idiofa, comment les améliorer et pourquoi améliorer ces conditions de vie. Que la population elle-même doit tout faire pour améliorer ses propres conditions de vie. L'aide de l'État peut venir, l'aide étrangère peut être là, mais d'abord, c'est la population elle-même qui doit améliorer ses propres conditions de vie. Soucieux de sa base, le professeur Oussoues est allé palper du doigt les réalités auxquelles il devra faire face s'il est élu député provincial de ce coin de la République démocratique du Congo. Car Didier Oussoues est candidat sur la liste CNT à la députation provinciale imminente. Pour le président sectionnaire d'Idiofa, la visite de ce digne fils du CNC est un motif de fierté pour son parti. Signalons également que l'implantation du Congrès national congolais CNT à travers toute l'étendue du pays est une réalité vivante en RDC. Autre chose dans ce journal, les questions liées
à la vaccination et à l'apport de la Banque africaine de développement pour l'encadrement des femmes sont le sujet abordé mardi par le Premier ministre avec 2 délégations. La première a été reçue, c'est le réseau des parlementaires congolais soutenant l'implication du gouvernement à la vaccination. La seconde, composée des membres de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC. Martin Moudimbi et Jacques Moulouba pour le détail. À l'hôtel du gouvernement, Félix Kabange Numbi, ministre de la Santé, conduit les membres du réseau des parlementaires des Congolais pour l'appui à la vaccination. La délégation visite la galerie photo où l'on découvre les portraits de premiers ministres qui se sont succédés à la primature avant d'entrer dans la salle du Conseil de ministres pour s'entretenir avec le 22e locataire de la primature, Matata Ponyo Mapan. Au menu des échanges, obtenir l'engagement du gouvernement pour la vaccination des enfants congolais. Nous sommes le premier pays africain à avoir côte à côte le membre du gouvernement et les députés nationaux sur une question aussi importante que la question de la vaccination. Et cette question, ce n'est pas tout simplement pour le financement, mais aussi pour les plaidoyers, pour l'appropriation de l'intérêt de la vaccination. Aujourd'hui, nous sommes venus auprès du chef du gouvernement, l'encourager par rapport à ça, pour que lui aussi s'implique davantage sur les questions liées à la vaccination. Ensuite, la Commission nationale de femmes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo a présenté au chef de l'exécutif central le projet de la Banque africaine de développement visant l'encadrement de la femme. On est venu rendre compte au Premier ministre, chercher à savoir la faisabilité de la chose et ensuite cela nous permettra d'informer d'autres femmes entrepreneurs. Parce que ce n'est pas seulement pour les femmes entrepreneurs de la FEC. On nous a confié le projet, mais nous allons, comment dirais-je, inclure toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Ce projet porte essentiellement sur l'entrepreneuriat féminin. Parlons santé, une équipe de chercheurs internationaux a identifié un marqueur moléculaire qui permet de détecter les parasites du paludisme qui résistent au traitement. Cette découverte permettra de mieux lutter contre cette maladie. Suivez ce reportage d'Abdoul Soko et Jean-Pierre Caïm. La lutte contre le paludisme continue au sein des laboratoires du monde entier. Selon les chiffres mis à jour en mars 2013 par l'Organisation mondiale de la santé, la moitié de la population serait exposée au risque de paludisme. En 2010, environ 216 millions de cas et 660 000 décès ont été enregistrés. Depuis 10 ans, des parasites résistants aux dérivés de l'artémisinine, les constituants majeurs des traitements antipaludiques, se multiplient au Cambodge. Alors que les experts craignent une propagation de ces parasites résistants aux médicaments jusqu'en Afrique subsaharienne, continent le plus touché par le paludisme, une équipe de chercheurs de National Institute of Health a trouvé un moyen pour lutter contre ces fléaux. Les scientifiques ont identifié un marqueur moléculaire permettant de détecter les parasites du paludisme résistants aux dérivés de l'artémisinine. Ces marqueurs moléculaires représentent un outil puissant pour détecter les formes résistantes du palud, cartographier leur distribution et adapter rapidement les schémas. Pour les chercheurs, c'est vraiment la thérapeutique pour lutter contre cette maladie. Pour aboutir à cette découverte, dont les résultats ont été publiés par la revue Nature, l'équipe a utilisé un mélange de techniques de génomique, biologique, clinique et épidémiologique. Pour aboutir à cette découverte dont les résultats ont été publiés par la revue Nature, l'équipe a utilisé un mélange de techniques de génomique, biologique, clinique et épidémiologique. Alors que jusqu'à présent les moyens disponibles pour surveiller la propagation des formes résistantes du paludisme étaient coûteux et difficiles à mettre en place, cette découverte constitue une avancée majeure dans la lutte contre le paludisme visant son élimination, concluent les chercheurs. C'est le lundi 17 août prochain que sera lancée officiellement la campagne nationale d'inscription et de maintien des enfants à l'école. Cette initiative de l'UNICEF a pour objectif d'amener les parents à inscrire et maintenir tous leurs enfants de 6 à 11 ans à l'école primaire. L'annonce de cette campagne a été faite mardi devant la presse. Suivez Astrid Dombouy Chimanga, Serge Moulois et Patrick Issobongese dans ce reportage.
C'est dans le but d'assurer une éducation primaire pour tous, en donnant à tous les enfants, garçons et filles, les moyens d'achever un cycle complet d'études primaires que l'UNICEF initie la campagne nationale d'inscription et de maintien des enfants à l'école. Celle-ci concerne plus de 2 millions d'enfants en âge d'entrée en première primaire en République démocratique du Congo. À cet effet, 3 grandes actions majeures seront entreprises par les partenaires techniques et financiers du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, à savoir l'inscription à l'école primaire de plus de 2 millions d'enfants de 6 à 7 ans, la distribution de kits scolaires à plus d'1 million d'élèves entrant en première et la subvention de plus de 4000 écoles pour la scolarisation et la rétention des plus vulnérables. Cette campagne nationale sera officiellement lancée le lundi 17 août à l'Épée Kilimani de la commune d'Ongaliema, réhabilitée par l'UNICEF. Éducation toujours, les parents ne devraient pas céder aux impositions des écoles en termes de frais de motivation et autres, étant donné que l'État congolais pourvoit aux frais de fonctionnement des écoles. Cette mise au point de l'autorité des tutelles est reprise dans ces reportages d'Astrid Dombo-Ichimanga, Serge Moulois et encore une fois Patrick Issobongese. Au regard des abus enregistrés, le gouvernement congolais a décidé de revoir sa convention avec les confessions religieuses en ce qui concerne les frais de fonctionnement ou de motivation que ces écoles imposent aux parents d'élèves. Cette convention est en train d'être revisitée. C'est une convention qui date de plus de 20 ans, donc elle va être revisitée. Ces questions nous sont connues et je crois qu'une des solutions serait que l'État congolais ne signe pas, le gouvernement congolais ne signe pas les conventions avec les confessions religieuses, mais avec des associations. Je m'explique. Au lieu que l'Église catholique, par son représentant légal, signe la convention, on irait par exemple à signer la convention avec les frères des écoles chrétiennes qui organisent aussi l'enseignement, ou les jésuites, ou les sœurs des Sacré-Cœur. De cette façon-là, nous saurons, nous, l'État a bien recadré les choses. L'État congolais prend en charge ce frais de fonctionnement des écoles. Cette mutuelle, elle est effective à Kinshasa, elle est à Lubumbashi et elle est en installation en Bandaka et à Kisangani. Aux parents de ne pas céder aux pressions des écoles récidivistes. Ces frais sont fixés par le gouvernement provincial. Au niveau de la province, c'est le gouverneur de province qui fixe et les prix sont publiés. Ça, c'est un. De quand on vous demande les frais de suivi, on vous répète plusieurs fois qu'il n'y a pas de frais de suivi pour l'examen d'État. Mais vous continuez à les payer. Vous voulez que l'État intervienne. La Constitution ne prévoit pas la gratuité pour les écoles privées. Les partenaires techniques et financiers appellent l'État congolais et les parents d'élèves à œuvrer d'un commun accord pour le maintien des enfants à l'école. L'État évaluera l'application de ces mesures dès la rentrée de septembre. Terminons ce chapitre d'éducation avec ce spot sur l'initiative à la nouvelle citoyenneté qui a été présentée mardi au ministère de l'enseignement primaire secondaire et l'initiation à la nouvelle citoyenneté pour approbation avant la diffusion. C'était dans la salle de réunion du ministre de l'EPSPINC, Ophil Kayombo et Elvis Ndaya. Nous en faisons les détails. Ils se sont retrouvés pour la seconde fois autour du ministre de l'enseignement primaire secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Les patrons de médias, à travers la commission chargée de produire un spot en rapport avec la nouvelle citoyenneté, ont présenté au ministre le produit fini, dont le lancement sera fait ce mercredi sur la chaîne nationale. Non, c'est 1000 raisons d'aimer la RDC. Ça veut dire que nous prenons toutes les raisons, toutes les couches de population, tous les autres, ainsi de suite. Nous décidons d'abord de lancer un spot général. Par après, nous allons commencer à prendre secteur par secteur et puis pour diffuser des messages. Le message le plus important, c'est que la maison brûle. Notre maison brûle, la RDC brûle. Tout le monde se rend compte que tous les jours qu'il y a des actes inciviques que nous déplorons tous. Donc quand la maison brûle, on ne se pose pas beaucoup de questions, on se met tous ensemble à vouloir l'éteindre. C'est vraiment la motivation de tous les patrons des presses qui étaient là. Pour vivre tous ensemble, nous devons d'abord aimer le Congo. Maker Mangufamba a sollicité l'accompagnement de tous les médias dans cette campagne de changement de mentalité. C'est vraiment un appel à vous, comme responsables des médias, d'accompagner la République. Nous tous, nous sommes victimes, donc nous pouvons quand même voir chacun qu'est-ce qu'il peut faire pour que nous essayons de recadrer quand même les choses au niveau de notre population. La nouvelle citoyenneté devra être une affaire de tous, a dit le ministre Maker Mangufamba.
Nous allons découvrir à présent la pointe des bananas, un élément de Neftali Bomoutala et Jacques Moulouba qui nous retrace le parcours de Dieudonné Sidia qui nous a proposé cette pointe des bananas. Suivant. Située dans la province du Congo central, la pointe de Banana est séparée au nord par la ville économique angolaise de Soyo où se trouvent plusieurs entreprises pétrolières. À l'est, il y a l'île de Boulambemba. À l'ouest, la pointe de Banana avec sur l'eau deux balises qui servent de pont entre l'océan Atlantique et les deux ports de Matadi et de Boma. Au sud, c'est un village. Ici se trouve l'embouchure du fleuve Congo, découvert par le Portugais Diego Cao en 1482. La pointe de Banana marque le point où le fleuve Congo se jette à l'océan Atlantique. Un point là que vous observez de loin, c'est le bouet là. L'utilité de ce bouet est que un bateau en provenance d'ailleurs, ça doit faire l'arrêt à partir de ce point. Et ensuite, un pilote de la revue de voies maritimes RVM qui va certainement prendre la barque de ce bateau pour amener soit au port de Banana ou au port de Boma et de Matadi. Où est l'embouchure du fleuve Congo? L'embouchure du fleuve Congo, c'est à partir de la pointe de Boulambemba. La pointe de Boulambemba jusqu'au ouest là. Cette partie ici que vous voyez, c'est plus ou moins 3 km, ça compose notre embouchure du fleuve Congo. La pointe de Banana a une particularité extraordinaire. Au centre, le zoo du centre, c'est quelque chose de merveilleux si certainement vous arriverez peut-être au centre là. Ce sont les eaux propres du fleuve Congo. Et ces eaux se sont concentrées à 2 km. À 2 km, ça a composé un lit de 2 km ici. Ce sont les eaux propres du fleuve Congo en provenance de Boma et de Matadi. Ces eaux ne sont pas salées. Mais depuis 1960, ces pierres noires disparaissent peu à peu faute d'entretien. Les pierres ici, ça continue jusqu'à une distance de 100 mètres pour atteindre l'autre bout là. Il y a eu des pierres qui étaient aux abords comme ça. Ces pierres ont été englouties des eaux par manque d'entretien. Et de l'autre côté, aux abords de notre océan ici, jusqu'à Mwanda, il y a eu des pierres qui étaient bien entassées là pour empêcher la continuité des eaux vers notre terre ici. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ces pierres qui étaient aux abords là-bas, on a tout récupéré les pierres pour la construction de nos maisons à la cité. Et l'eau commence à récupérer les parties de la terre. Et ça pourrait faire au moins par an, l'eau récupère plus ou moins 1 mètre. La pointe de Banana est un endroit qui nécessite des autorités compétentes, un entretien ou une amélioration en vue d'attirer plusieurs touristes congolais et étrangers. D'une province à une autre, lutte contre l'impunité, il faudrait parler de Kassoum Balessa, les ministres du genre, famille et enfants nous parlent de cette insécurité. Elle déplore ce qui se passe dans sa province. Suivez cette correspondance de Jean-Claude de Mukenga, Kalombo. Au cours d'un discours public prononcé à Kassoum Balessa, le député national Odon Takili exige la fermeture du parquet secondaire local, soit le remplacement du responsable. Il accuse cette institution judiciaire de l'impunité, corruption et partialité dans le traitement des dossiers. Une trentaine des jeunes civiques arrêtés, poursuivis pour viol, vol, extorsion, ont été relâchés sans être infligés des peines dans l'espace de 2 mois seulement. S'agissant du découpage territorial et décentralisation, Bijou Moshitukat et député national Odon Takili disent qu'il ne s'agit pas d'une division tribale ni xénophobie, mais plutôt une politique du développement. Selon ces élus du territoire du Sakagnan, le démembrement est indispensable au Katanga pour son épanouissement, du fait que 2 individus seulement ont enfoncé cette province dans une pauvreté suite à leur escroquerie politique depuis 9 ans. Pour cela, la ministre nationale du genre, famille et enfants et député national Odon Takili invite la population katangaise à lutter contre la haine politique, ethnique et tribale par mauvaise interprétation de cette loi congolaise. Pour la sécurisation des personnes et leurs biens, ils en appellent à SNEL à stabiliser l'énergie électrique la nuit et au Conseil de sécurité faire son travail de mettre hors état de nuire le malfrat. Retenez que
Bijou Mouchitou 4 et Rodon Takeli ont été chaleureusement accueillis du poste de péage de Whisky jusqu'à la douane. Kasumbalissa, Jean-Claude Moukenga-Galombo, RTGA. En dehors de nos frontières, au Congo-Brazzaville, l'opposition vient de désemparer les remaniements gouvernementaux opérés par le président Denis Sassou Nguesso. Ce dernier devra s'exprimer aujourd'hui mercredi devant les deux chambres réunies en congrès pour la révision ou la non-révision de la Constitution. Suivez cette correspondance de Roch Boukabela. La nouvelle équipe gouvernementale est composée de 35 membres avec 5 ministres d'État, dont 4 chargés chacun de la coordination d'un pôle. 5 autres ont quitté le gouvernement, tandis que 2 ont fait leur entrée dans la nouvelle équipe gouvernementale. Réunis à Brazzaville pour analyser la situation politique actuelle avec le réaménagement du gouvernement par le chef de l'État, l'initiative de la démocratie au Congo a constaté que le nouveau gouvernement est uniquement constitué des personnalités favorables au changement de la Constitution du 20 janvier 2002. À ce sujet, cette plateforme de l'opposition a apporté son soutien et des encouragements aux ministres Guy Brice Parfait Kolela et Claudine Mounari, tous deux de la majorité et sortis du gouvernement pour leur opposition contre le changement de la Constitution, ainsi qu'aux membres du PCT, ancien président du Conseil supérieur de la liberté de la communication, démissionnaire du parti au pouvoir. De même, l'IDC a également dénoncé et condamné l'arrestation arbitraire des cadres de la CADD, parti cher à André Okomi Salissa, qui selon eux est organisé par le pouvoir. Le leader de cette plateforme IDC a également condamné la menace et autres voies de fait avec l'encerclement du domicile d'André Okomi Salissa, dont l'arrestation programmée a été déjouée de justesse par l'ambassadrice des États-Unis au Congo, présente sur le lieu. C'est aussi aujourd'hui que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dira s'il opte pour le changement ou la révision de la Constitution, contre laquelle s'oppose fermement la majorité de Congolais. Ça sera donc devant le Parlement réuni en congrès au palais du congrès de Brazzaville. C'était de Brazzaville, Roch Bouka pour la RTGA. À l'étranger, moins d'une semaine après l'inauguration officielle du nouveau canal de Suez, l'ambassade de cette république arabe continue à recevoir des personnalités et anonymes pour signer les registres des félicitations. Des politiciens aux scientifiques en passant par des religieux, personne n'a tari d'éloges à l'endroit du peuple égyptien. Suivez les condensés dans ces reportages d'Esther Mpezo et Sylvain Bété. L'ambassade de la République arabe d'Égypte à Kinshasa ne cesse de recevoir des politiques, des scientifiques, des religieux et d'autres anonymes pour la signature du registre de félicitations après l'inauguration du deuxième canal de Suez. Le rapporteur du Sénat, Modeste Moutinga, a félicité le peuple égyptien qui a donné de son argent pour la concrétisation de ce projet qui fait aussi la fierté de l'Afrique. L'association œuvrant pour la promotion des droits des albinos et d'autres personnalités ont aussi loué ce projet devenu, grâce à la détermination, une réalité. J'ai dit merci et félicitations au peuple égyptien et surtout à son président Sissi, non seulement pour les grands cadeaux offerts au commerce international, mais surtout pour la leçon de prise en charge administrée au monde entier par la construction par le peuple lui-même de ce canal de Suez. Dans les cadres qui nous concernent, en tant que doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa, pense à développer des partenariats constructifs avec les universités égyptiennes pour préparer les cadres dont l'Afrique a besoin. Nous sommes venus féliciter et encourager le peuple égyptien, parce que nous sommes aussi à l'ambassade, l'ambassadeur représente le peuple égyptien. Et donc c'est une fierté, pourquoi? Parce que ces canaux-là, c'est pour le développement d'abord d'Afrique en particulier, puis du monde en général. Un motif de satisfaction pour double raison.